Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous avoir rejoints sur cette scène Deep Tech. Alors aujourd'hui, on va parler de l'investissement green en Deep Tech, de la détection des pépites à leur mise sur le marché. Peut-être que pour commencer, on peut rappeler ce qu'est la Deep Tech pour les personnes qui nous rejoignent. Alors, les startups Deep Tech, ce sont des startups proposant des solutions à forte valeur ajoutée qui sont protégées par de la propriété intellectuelle et qui se développent en lien étroit avec des équipes de recherche publiques ou privées. On peut également définir ce qu'on entend par Green Tech, du moins aujourd'hui pour cet atelier. Donc ça va être toutes les solutions sur les secteurs agri, agro, chimie verte, matériaux biosourcés, énergie, mobilité verte. Et donc la Green Tech, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actu. On se rend compte au niveau politique, tout le monde a bien en tête les accords de Paris. On a également le plan climat lancé par BPI France et la Banque des Territoires, et dont un des volets vise à financer massivement les solutions technologiques en faveur de la TEE. Ce qu'on peut voir aussi comme autre signal, dans le French Tech 120, eh bien, on a de plus en plus de startups green, notamment Flying Whales, Insect, Innovafeed. Et on voit aussi que les investisseurs répondent à l'appel. On a aussi en tête les super levées par McPhee, Innovafeed et Insect à nouveau. Bon. Donc du coup, alors on comprend bien que l'investissement est un sujet clé. Et donc on va pouvoir débattre de cela aujourd'hui avec un super panel que j'invite à me rejoindre dès à présent. Messieurs, dames, vous pouvez venir. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Oui. Déjà, merci à tous de nous avoir rejoints. Je pense que pour commencer, on peut peut-être commencer par un petit tour de table. Bonjour à tous, donc moi je suis Réjeanne Le Tinevez et je suis directrice générale d'Inrae Transfert, qui est une filiale d'Inrae, donc établissement de recherche publique, donc Institut national pour la recherche en alimentation, agriculture et environnement. Bonjour à tous, donc Marine Glon, je suis directrice d'investissement chez Supernova Invest, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le Deep Tech. Alors pas que Green Tech, mais y compris Green Tech. On travaille sur tout ce qui est investissement early stage, sur les thématiques énergie-environnement, technologie du digital et microélectronique, santé et industrie 4.0. Merci. Bonjour à tous, merci à la BPI de nous avoir invités. Donc moi je suis Michèle Renaud, je suis directrice sales et marketing pour la société Flying Whales. Et Flying Whales, c'est un projet aéronautique. On développe un dirigeable cargo révolutionnaire pour faire du transport de charges volumineuses ou lourdes jusqu'à 60 tonnes. Merci, bonjour à tous. Donc Benjamin Tinck, moi je suis associé fondateur de Build a Climate Startup. Donc on va changer de nom bientôt, c'est pas un super nom, mais c'est un startup studio et une société d'investissement précide, climat et deep tech. Donc on s'intéresse notamment à des sujets comme la capture de CO2 atmosphérique, la conversion du CO2, l'énergie, l'hydrogène, les océans, ce type de sujet. Merci, bonjour à toutes et à tous. Antoine Hubert, président et cofondateur d'Insect, donc société dans l'agriculture et technologie. Merci à tous. Alors pour commencer, peut-être poser un peu l'étape de cette table ronde. Donc comme on l'a vu, Green Tech, c'est un sujet vraiment d'actualité. On pourrait même parfois se demander s'il ne s'agirait pas d'un buzzword. Et peut-être ça m'intéresserait donc de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un réel marché qui se développe? Comment est-ce qu'il se structure? Et est-ce qu'il y a un enjeu justement à favoriser l'émergence de ces startups? Peut-être Réjeanne, si tu veux commencer. Alors oui, effectivement, il y a un enjeu à favoriser ces startups. Voilà, il y a des gros enjeux de société, on le sait aujourd'hui, que ce soit en agriculture, en environnement, en alimentation. Et voilà, nous, c'est les trois piliers de recherche d'Inrae. Et on essaye effectivement de promouvoir auprès des chercheurs l'envie d'entreprendre dans ce domaine-là, de les accompagner par des programmes d'accompagnement, de formation et de promouvoir la création d'entreprises dans ces domaines. Donc voilà, chaque année à Inrae, il y a à peu près 5 à 8 nouvelles startups qui se créent sur ces domaines-là.
Et voilà, le phénomène s'amplifie. On essaye vraiment d'accompagner au mieux les chercheurs dans cette démarche-là. Voilà, il y a aussi un grand mouvement qui est en route dans les écoles d'agronomie, avec des parcours entrepreneuriat maintenant dédiés. Donc de nombreux étudiants se lancent dans l'aventure sur ces thématiques-là. C'est des enjeux qui leur tiennent vraiment à cœur. Ils sont en quête de sens dans leur travail. Donc oui, c'est un enjeu actuellement. Peut-être pour compléter, c'est vrai qu'en 2010, quand j'ai quitté le conseil en stratégie pour cofonder une start-up de conseil sur les thématiques énergie-environnement, mes anciens collègues m'ont regardé d'un air bizarre. Quand 2 ans plus tard, j'ai rejoint l'ADEME en tant que responsable de programme économie circulaire, la question qu'on me posait, mais c'est quoi l'économie circulaire ? C'est quand même des sujets qui sont montés en puissance énormément depuis 10 ans, qui attirent de plus en plus les talents à la sortie des universités et au sein des instituts de recherche, qui posent question aux gens. Et je pense que même là, ceux de ma génération, il y en a beaucoup qui ont démarré des carrières classiques dans le marketing ou dans d'autres fonctions et qui, à l'arrivée de la quarantaine, cherchent à redonner du sens. Et je pense que ça participe aussi. Alors, il y a toute cette pression réglementaire, internationale des discussions, mais qui se traduit sur le terrain par des gens qui ont envie d'agir. Et on voit vraiment beaucoup d'initiatives, alors ça peut être deep tech ou non deep tech, sur de l'entrepreneuriat, on va dire en tout cas green. Et ça c'est vraiment une tendance de fond et qui se confirme. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Donc, nous, on s'intéresse spécifiquement à ce qu'on appelle la climate tech, alors qui n'est pas encore un nom qu'on entend beaucoup en France, peut-être de plus en plus. Donc, spécifiquement sur tout ce qui réduit fortement les émissions, sur ce qui permet de capter du CO2 depuis l'atmosphère et ce qui permet d'adapter les sociétés face à l'impact du changement climatique. Et voilà, on sait tous qu'on est face à une urgence climatique sans précédent, qu'il faut qu'on réduise très vite nos émissions à zéro, pratiquement zéro, qu'il faut qu'on réalise des émissions négatives. Et ça va vraiment emmener une des plus profondes transformations industrielles qu'on a vues dans l'histoire. Donc on est ni plus ni moins en train d'inventer les fondations de nos sociétés industrielles de demain. Donc il y a un enjeu de se saisir même d'un point de vue de souveraineté et de paysage industriel de ces sujets. Et ça tombe bien parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent pour investir dans ce type de sujet. Et il n'y a jamais eu autant de personnes de talent et vraiment tirées par la mission qui ont envie de travailler sur le sujet. Donc c'est une époque formidable pour être un entrepreneur ou une entrepreneuse sur ce type de sujet aujourd'hui. Peut-être Michel et Antoine, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre avis sur la question. Aussi, pourquoi vous êtes-vous lancés ? Vous avez senti la tendance ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Nous, la tendance, en fait, l'origine du projet date depuis... c'est un projet de longue haleine, puisque entre le moment où l'idée a germé en 2012 et le moment où la première machine va sortir, il va s'être passé peut-être 13-14 ans, quoi. Donc, on va dire, on a aussi la chance d'avoir un président, Sébastien Bougon, qui est un entrepreneur dans l'âme et qui vraiment, dès le départ, a mis énormément d'énergie. Mais c'est vrai qu'au départ, il a fallu... comment dire, un coup de pouce aurait été bienvenu. Bon, voilà, on est sur un projet autant long de développement, et donc faut tenir dans la durée. Antoine, peut-être, ça m'intéresserait pas mal de savoir un peu tes convictions. Qu'est-ce qui t'a poussé ? On a créé effectivement en 2011 INSECT, puisqu'on vient de fêter nos 10 ans. Moi, je suis ingénieur agronome à la base. Voilà, je viens de ce parcours effectivement agronomique et j'ai fait l'agro parce que je voulais avoir un impact sur l'environnement. Et en fait, je suis parti vers la recherche. Et avant de me lancer dans une thèse, j'ai bifurqué en montant une association pédagogique et dans les écoles pour justement sensibiliser les jeunes à les reconnecter à l'origine, devenir de leur alimentation, de leur assiette. Pendant que j'étais consultant à côté en environnement, dans l'industrie. Et c'est dans les travaux associatifs qu'on est tombé. En fait, c'était une mini startup studio très modeste, puisqu'il y a 3 boîtes qui sont sorties effectivement de cette association, avec Insect en projet phare, mais qui était essayer de travailler sur cette alimentation, la durabilité sur tout le cycle. Et on s'est lancé un moment avec Alexis, que tu connais bien, Benjamin, et mes deux autres associés, par une rencontre au bon moment. On s'est dit qu'il y avait un truc vraiment à faire sur les insectes, et au-delà de l'éducation qui est sur des cycles très longs, de génération en génération,
changer la production, ce qui aura le plus d'impact. Je crois que l'Agence de l'énergie internationale disait que sur la partie consommation, ça va représenter moins de 10% de l'impact. L'impact, il va se faire en changeant l'amont, la façon dont on produit l'énergie, la façon dont on produit l'agriculture, et à accompagner le consommateur à changer les choix. Mais il y a beaucoup de campagnes qui sont faites pour un peu culpabiliser le consommateur dans sa façon dont il pratique ses achats. C'est quand même, avant tout, là, il va falloir changer et réorienter l'amont, quoi. Super, merci. Pour poursuivre, alors, donc, on va parler investissement. Donc, on va commencer peut-être par la phase early stage. Donc, c'est des projets, on le sait, donc, qui sont très, très capitalistiques, qui nécessitent donc, beaucoup d'investissement. Et donc, est-ce qu'il est important, qu'est-ce que vous en pensez, donc, de nouer peut-être des liens assez tôt avec les investisseurs? C'est vrai que les profils chercheurs qui peuvent être à la tête des startups, peut-être deux mondes qui sont assez différents. Voilà, donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que les investissements se font tout de suite? Alors non, les investissements ne font pas tout de suite en fait. Alors voilà, dans un établissement de recherche, les chercheurs ont au jour le jour voilà, des résultats, mais qui sont des résultats de recherche. Et donc entre un résultat de recherche et un projet de start-up, il peut se passer, faut déjà réfléchir un petit peu à l'envers en fait. Il faut repartir des besoins pour voir comment les résultats qu'on a s'adaptent aux besoins et monter un projet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, que ça peut prendre plusieurs mois, on a travaillé, on a accompagné les chercheurs grâce au parcours là, qu'on a mis en place. On peut commencer à aller voir des financeurs. Donc ça peut être d'abord la BPI, ça peut être mais entre le moment où on a ce projet et les investisseurs, premiers investissements par des VC, il peut se passer plusieurs années. Et ce qui est important en fait, c'est quand on a un petit projet qui commence à être un peu ficelé, c'est d'aller les voir assez tôt, mais ils vont pas financer tout de suite. Il va se passer plusieurs années, mais ils peuvent accompagner, en fait, conseiller un projet pendant plusieurs années jusqu'au moment où ils vont investir. Mais il peut se passer 2 ou 3 ans. Et et durant toute cette phase un peu de maturation, il y a plein de structures qui existent pour accompagner les porteurs de projets. Il y a la BPI, il y a des incubateurs, des startup studios, voilà. Et ensuite viennent les premiers investissements. Marine, peut-être. Oui, pour compléter, alors c'est vrai que Supernova, on est focalisé Deep Tech. On est initialement issu aussi du CEA et anciennement CEA Investissement. Donc on a cette proximité avec les laboratoires de recherche. Sur les sujets Deep Tech, on voit plusieurs typologies en fait, de projets. Il y a ceux qui sont issus des instituts de recherche. Il y a ceux qui sont issus aussi d'anciens de grands groupes. On voit pas mal de startups issues de Schneider, Air Liquide, voilà, sur des sujets connexes au business de ces grands groupes. Et puis certains projets là plutôt portés par des étudiants. On va voir les trois types. Ceux qui sont issus des laboratoires de recherche, nous on va les voir assez tôt en fait. Par exemple, Supernova participe et accompagne le programme de maturation interne au CEA. Là, il y a des systèmes où souvent les chercheurs sont incubés pendant 12-18 mois avant de créer la start-up. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des belles technos issues du laboratoire. Des fois, on dit belle techno cherche problème à résoudre. On a la techno derrière, quel problème on va résoudre pour des clients, et c'est pas toujours évident. Si on arrive à trouver le match et à tourner la chose de la bonne manière, là on peut rentrer dans des cycles de maturation. Ça va être le travail avec les SAT et puis les incubateurs type Agoranov, où il y en a beaucoup d'autres. Et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner sur toutes ces étapes. Il y a des services qui sont à proposer, des formations, la constitution des binômes entre les chercheurs et puis les entrepreneurs est importante et complexe à faire. C'est un art et c'est difficile. Mais néanmoins, c'est le cœur de ce qui va faire ou pas la réussite de la start-up. Donc nous, en tant que fonds d'investissement, on va apporter notre pierre à l'édifice ponctuellement, c'est-à-dire qu'on va suivre les dossiers, on ne va pas faire des échanges, ça ne va pas être tous les mois ou tous les trimestres, mais on va donner des indications en disant voilà ce qu'il faudrait atteindre pour que le projet devienne investissable. Ça donne des pistes et après, derrière, c'est vrai que c'est à l'équipe de se saisir de ces pistes et de s'entourer au mieux pour pouvoir franchir les différents jalons qui vont mener à la première levée de fonds. Merci. Benjamin ?
Oui, et je suis assez d'accord avec ce que disait Marine juste avant sur le fait qu'effectivement, on a parfois tendance à résumer la deep tech en deep tech égale transfert technologique depuis un laboratoire de recherche. Et il y a beaucoup de très belles entreprises qui viennent de cette mécanique, qui ont souvent déjà une bonne techno, une propriété intellectuelle à valoriser, qui essayent d'affiner le marché, le reste de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a cette autre partie de la deep tech qui sont des entrepreneurs qui montent un projet, parfois au début sans IP et sans proof of concept au début, mais qui arrivent à monter à des boîtes qui ont un certain succès, comme Insect par exemple. Il y en a d'autres succès en devenir qu'on peut citer, Pili, Gourmet, Core Biogenesis, etc. Quelques-uns qui viennent de programmes type Entrepreneur First ou autres. Nous, ça va être un petit peu ce type d'approche qu'on va employer. Alors la problématique ne sont pas exactement la même, mais de manière générale, je trouve effectivement c'est très important sur un projet de bien s'entourer au départ. Alors c'est bien d'aller voir les VC pour avoir du retour. Je pense que c'est bien aussi d'essayer d'identifier des business angels expérimentés qui ont déjà monté des boîtes, idéalement dans la deep tech ou dans des secteurs connexes, ou en tout cas qui sont capables d'investir et d'amener plus que l'argent, parce que finalement des fonds qui font du pré-seed deep tech, notamment en France, il n'y en a pas beaucoup du tout. Donc les angels vont être vraiment cruciaux pour compléter le tour au début. Et je pense qu'il ne faut pas être frileux d'aller chercher aussi des fonds à l'étranger, notamment sur ce type de sujet. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, y compris sur le pré-seed. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller chercher hors de France. Et puis surtout, se concentrer beaucoup sur parler à des clients potentiels très très tôt, et pas uniquement des investisseurs, parce qu'on a tendance à les idéaliser, et ils sont très importants. Mais bien comprendre son marché et parler avec des clients même avant d'avoir une techno finie, je pense que c'est vraiment crucial. Peut-être Michel, Antoine, pour vous, donc comment ça s'est passé? Donc un peu cette stratégie, lien nous avec les investisseurs, les premières levées de fonds, qu'est-ce qu'on peut en retirer? On n'est pas passé par la case pré-seed. On a fait un premier tour de table à peu près 2 millions en début 2014 avec Demeter, qui était très impliqué dans la clean tech et donc beaucoup de sujets d'industrie. Ils étaient juste avant chez Fermental ou d'autres entreprises qui finalement sentaient des choses assez similaires. Et on a eu la chance d'être soutenu finalement par BPI quand on a démarré en 2011, on a eu un an à quitter nos boulots, à tester l'idée dans les concours pour se rendre compte qu'on n'était pas le seul à penser que c'était peut-être une bonne idée, que des jurys avec des industriels, des scientifiques, des investisseurs pensaient que ça pouvait être une bonne idée. Et après, on a eu en fait un prêt d'honneur de la région Île-de-France. Ça s'appelait Scientipôle et ça a changé de nom. J'ai un trou de mémoire. Et ensuite, différentes subventions effectivement de BPI sur la première étude de marché, la première étude brevet. Donc on n'avait pas de brevet, comme tu disais. On est parti d'une vision seulement, donc plus comme les Américains font. Et par contre, on a cartographié l'environnement brevet très tôt avec une autre spin-off du CEA qui était Questel, qui fait un super travail sur l'aspect propriété intellectuelle. Et c'est comme ça qu'on a effectivement mis les premières pierres à avoir suffisamment d'éléments pour ensuite convaincre un premier investisseur. En fait, on était parti faire du crowdfunding et on a démarré un process de crowdfunding. Et finalement, à l'époque, c'était pas aussi reconnu qu'aujourd'hui. Finalement, on a eu une offre de Demeter pour faire un plus gros tour, pour aller plus vite, plus loin. Et donc, on a favorisé ça avec quelques business angels qui sont associés autour. Mais de proches familles quasiment, plus du love money. D'accord, merci. Michel? Oui, mais comme je le disais, on est sur du temps long. Et nous, ce qui nous a manqué au départ, en fait, c'est qu'on est sur un projet aéronautique. On développe, on conçoit un dirigeable, on va le construire, on va opérer 150 machines dans 10 ans. Mais pour lancer ce projet, en fait, il n'y a pas de fonds d'investissement spécialisé aéronautique en France. Donc il y a deux grandes nations qui développent des projets aéronautiques, les États-Unis, la France. Aux États-Unis, il y a des dizaines de fonds en private equity qui investissent dans ce type en tout cas dans des projets d'innovation dans l'aéronautique. En France, il n'y en a qu'un. Donc c'est pas assez. Ceci dit, on a réussi, en fait, on a lancé le projet en s'appuyant déjà sur l'idée de départ. Notre idée de départ, en fait, elle est en réponse à un besoin de l'ONF, l'Office national des forêts. Et donc, je rejoins ce que tu disais, Benjamin, c'est qu'on on dédie notre projet à répondre à un besoin. Et alors pourquoi est-ce qu'on y répond en 2 mots? C'est qu'on va les permettre de chercher du bois dans des sites inaccessibles et qui répondent en fait aux besoins de l'ONF. Et on va faire ça parce qu'on développe une faculté particulière, c'est qu'on va pouvoir charger et décharger en étant en vol stationnaire. Donc on se place en vol stationnaire et on n'a pas besoin
de se poser, de créer d'infrastructures, et on n'a pas besoin non plus de pistes d'atterrissage et de décollage. Donc on s'appuie sur ce besoin-là, et finalement on a réussi en développant en fait ça nous permet aussi d'adresser d'autres marchés, d'autres besoins. Et donc, grâce à l'ONF, qui donc nous a bien introduit aussi auprès des pouvoirs publics, et on s'est vraiment appuyé sur les pouvoirs publics. Très rapidement, on a été identifié dans les plans de la Nouvelle France industrielle. Et puis, on a été intégré au pôle de compétitivité SAFE, donc qui rassemblait les projets de dirigeables en France, puisqu'il y en a un autre grand aussi en France sur une toute autre application que nous. Et SAFE nous a permis deux choses, d'orienter finalement des investisseurs vers nous, puisqu'ils avaient pignon sur rue, je dirais, et puis à nous mettre en relation avec aussi des partenaires techniques, parce qu'on ne peut pas développer un projet comme le nôtre sans avoir aussi des partenaires techniques. Et aujourd'hui, on a une quarantaine de sociétés qui travaillent aussi avec nous. Donc voilà comment l'aventure a commencé. Et donc là, voilà. Donc même si au départ c'était compliqué, là aujourd'hui, on est en train de préparer notre 3e levée de fonds et on est 130 personnes. Super, merci. Du coup, pour poursuivre chronologiquement, donc là, un peu donc sur le sujet de la phase d'industrialisation, donc c'est vrai qu'il y a un certain déficit de fonds privés. Certaines études montrent que les startups ont peut-être plus de facilité, on va dire entre guillemets, de lever en early stage, et il y a beaucoup moins de levées en late stage. Même on le voit, il y a des aides spécifiques européennes qui vont être très focus R&D. Donc du coup, voilà, ça semble un peu compliqué d'accéder à la phase d'industrialisation et de passer cette phase. Alors, ça peut être intéressant. Voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer cette difficulté à accompagner les startups sur cette phase critique, et également, donc on a la chance d'avoir deux belles startups qui ont réussi à passer cette phase. Donc voilà, on serait aussi assez intéressé de savoir justement tous les sujets réglementation, tous les enjeux très spécifiques green tech. Comment vous avez réussi à les attaquer pour pouvoir financer votre industrialisation? Ouais, il y a beaucoup à dire. J'ai oublié de dire avant, dans le démarrage, tu parlais d'Agoranov tout à l'heure, c'était aussi notre incubateur, un bon incubateur deep tech qui nous avait permis de nous positionner aussi à l'interface avec pas mal de labos. Et après, c'est un très long chemin. Effectivement, l'industrialisation passe par des pilotes, des prototypes, des démonstrateurs à échelle réduite de ce qu'est, nous, aujourd'hui, un site en construction à Amiens. Donc, ça fait près de 10 ans quasiment. Donc effectivement, c'est aussi du temps très long. Et les verrous qui étaient à lever étaient des verrous pour nous, des verrous commerciaux, des verrous réglementaires et des verrous technologiques. C'était les trois qu'il fallait lever en parallèle sur la création d'une toute nouvelle filière de ces d'ingrédients issus d'insectes dans l'alimentation au sens large, pour nourrir les animaux, les plantes après, puis nourrir de plus en plus l'homme. Donc sur les verrous commerciaux, très tôt on a mis un directeur commercial qui venait de grands groupes dans le domaine de l'alimentation animale et qui a su à partir des tout premiers même kilos à qui on travaillait dans un projet ANR avec l'INRA et AgroParisTech dans la halle de Massy, les tout premiers kilos testés effectivement pour tout de suite avoir l'interface avec le client et comprendre si notre produit répondait à un vrai besoin technique et nutritionnel. Et c'est vrai que le verrou réglementaire était très fort. Le monde agroalimentaire, le monde alimentaire est quand même assez contraint, ce qui est normal, c'est pour protéger notre santé à tous, consommateurs français et européens. Donc on ne peut pas juste développer des innovations sans le premier enjeu, c'est la sécurité sanitaire. Et quand un nouvel ingrédient comme les insectes, en fait, était dans aucune case, ou plutôt par défaut n'existait pas, et notamment était considéré comme des animaux vertébrés. Et les animaux vertébrés avaient été tous bannis de l'alimentation animale suite à la vache folle. Donc voilà, le ministère de l'Agriculture tout de suite nous a renvoyés à Bruxelles, et dès 2012-2013, on a passé pas mal de temps à Bruxelles, effectivement, pour comprendre ces enjeux-là. Soutenu par la FAO qui nous avait poussé au début. Il y a eu tout un groupement qui s'était fait international de scientifiques, de start-up et de grands groupes à essayer de pousser sur en tout cas une initiative commune pour lever ces freins. Et on s'est fait accompagner par un cabinet. Enfin, on a discuté avec plein de start-up. Finalement, ça avançait pas. À 4 concurrents, on s'est mis ensemble sur des sujets donc non compétitifs. Avec 2 Néerlandais et un Allemand, on s'est dit qu'il fallait qu'on avance. On a créé un site internet, on a créé des statuts, on a créé on a appris l'administration belge, ce que c'était aussi, et lancé s'est accompagné par un cabinet de lobbying. Voilà, c'est ça qui nous a permis de faire défricher les sujets.
Et après, finalement, de recruter le consultant, secrétaire général. Aujourd'hui, on a une équipe de 5 personnes à Bruxelles. On est 80-90 membres de cette association, entreprises, donc producteurs, transformateurs d'insectes, des centres de recherche en membres associés ou des fournisseurs d'équipements. Et d'un marché quasiment tout était fermé. Le marché de l'alimentation des poissons s'est ouvert il y a quelques années. Cette année, l'alimentation des porcs et des volailles, l'harmonisation pour les engrais d'insectes, les premiers dossiers pour l'alimentation humaine. Donc énormément de choses sont faites et aujourd'hui ouvrent complètement le potentiel, alors qu'au début, effectivement, était très limité. Et quand on discute avec des investisseurs, si le marché est assez peu profond, même si sur le marché des chiens et des chats était déjà un beau marché, ben en fait, ça réduit. Voilà, il faut que ce soit des provenants de marché de plusieurs milliards, souvent, pour avoir une vision internationale et savoir qu'il y a un pari qui va coûter cher, parce que vous venez de dire que c'était des investissements qui sont très capitalistiques. Il faut donc derrière que la profondeur du marché soit extrêmement profonde. Donc, si la réglementation bloque, ben, il faut voir comment elle peut être débloquée. Pas n'importe comment, donc en prouvant par plein d'études auprès de la Commission que les produits étaient sains, qu'on était une filière sérieuse, structurée. On bossait avec les laboratoires, on bossait avec toutes les administrations des États membres. Et c'est comme ça que tout ça, ça a pu s'ouvrir et libérer vraiment ce verrou-là. Et pour la technologie, je pourrais en parler des heures. Mais... Non, mais on a le temps, hein, justement, vraiment. Peut-être pour compléter sur ta question, je pense qu'il faut. Enfin, tu posais la question de la difficulté de financer ces projets deep tech et aussi sur la durée. Je pense qu'il faut revenir aussi sur finalement l'historique du secteur venture en France. C'est une profession qui est assez récente. Au début des années 2000, ça n'existait pas tellement, à part sur le côté un peu bulle Internet. Ça a commencé par là, sur le côté start-up vraiment très digital. Je crois que c'est 2009-2010, il y a eu le rapport Juppé-Rocard qui a donné naissance au Grand Emprunt, qui a été renommé Investissement d'avenir. Ça a permis en fait à la BPI de lancer le programme FNA, le Fonds national d'amorçage, et ça a donné naissance à plusieurs fonds. Alors il y a eu le fonds notamment Déméter, il y a eu le fonds Supernova, et ça a permis de professionnaliser, de faire venir des professionnels sur le secteur, sachant qu'on c'est pas des métiers financiers, c'est-à-dire que quand on regarde le passé des gens qui travaillent dans ces fonds-là, c'est pas forcément des gens qui viennent de la banque, parce qu'il n'y a pas de PNL à analyser au moment où on investit. C'est une techno, c'est une équipe. Il n'y a pas eu de dépenses. En tout cas, voilà, c'est difficile de juste analyser les bidas prévisionnels. Donc, il y a vraiment eu tout ce cheminement qui a été fait, notamment depuis 2010 et ce lancement du programme FNA. Et chez Supernova, notre objectif, c'est de croître en même temps aussi que les startups que nous accompagnons, parce que nous sommes nous-mêmes une startup en croissance, on va dire. Et on constate, en fait, là, en termes de pouvoir public, il y a eu le rapport Tibi il y a 18 mois, 2 ans, qui a constaté, en fait, ces défauts de présence d'investisseurs français et européens sur les tours B, C, D. On voyait en fait que ça s'était structuré sur l'amorçage en 2010, mais que sur la suite, ça ne suivait pas. Et effectivement, on va souvent vers des fonds étrangers pour les tours B, C, D. Donc là, il y a aussi un mouvement en ce moment en Europe et en France de lever des fonds qui sont capables de mettre des tickets de 10 millions d'euros ou plus pour suivre ces startups deep tech. Mais on marche en même temps que la croissance des startups qu'on accompagne. Et ça, c'est en train de se structurer et de se professionnaliser. Et là, chez Supernova, on travaille justement sur avoir un fonds. On a le fonds FNA, le fonds intermédiaire qui accompagne des startups de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, par lequel on est rentré au capital d'Insect d'ailleurs. Et puis le fonds qui derrière va participer aussi aux levées plus grosses, aussi pour suivre des levées comme Insect. Oui. Oui, ce que j'ai oublié de dire, qui était super important, c'est que nous, on a bénéficié en 2017 d'un PSPC octroyé par la BPI, donc qui est le dispositif d'aide au projet de R&D. Et ça a vraiment accompagné aussi notre première levée de fonds parce que ça crédibilise complètement le projet. Et puis j'avais aussi, je voulais intervenir sur la partie industrialisation, puisqu'on va monter notre usine, on va commencer la construction de l'usine l'année prochaine. Le premier appareil va sortir en 2023. Et ce qui est sur les aspects réglementaires, évidemment, nous on est concernés au premier chef, parce qu'un aéronef ne peut pas voler sans être certifié. Et donc notre interlocuteur pour ça, c'est l'EASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne. Et en fait, ça a été identifié très tôt dans le projet. On a fait notre première réunion avec eux en 2014.
Et il faut voir que la certification, ça concerne à la fois la machine, l'entreprise, ça concerne aussi les futures opérations qu'on va exécuter. Notre future école de pilotage aussi, nos futurs pilotes. Et en plus de ça, le référentiel en fait, réglementaire n'existe pas, puisque en fait, il n'y a pas de dirigeable au monde qui fait du transport de charges lourdes. Donc, pour ça, pour arriver à faire changer les choses, on a travaillé, on a fait des propositions de modification des règlements qui étaient respectueux des exigences de l'agence européenne. Et on a aussi créé un club des constructeurs de dirigeables européens, de manière à pouvoir approcher les autorités de manière un petit peu construite et qui ait un peu plus de poids aussi dans la démarche. Donc c'est effectivement un effort important et ça représente des milliers d'heures de travail et de réunions avec les autorités. Merci. Réjeanne, peut-être? Alors, nous, on n'est pas. On sait que les projets dans les domaines qui nous concernent, donc agri, agro, environnement, effectivement, ont un certain nombre de freins réglementaires liés à la réglementation. C'est vrai, par exemple, sur le biocontrôle, où il y a encore des freins réglementaires pour faire des essais de nouvelles méthodes de biocontrôle en agriculture. On a aussi des contraintes qui sont liées, nous, à la saisonnalité, qui est très forte en agriculture. Donc, c'est vrai que des essais, ça se fait une fois par an. Et voilà, quand la saison est passée, la saison est passée. Donc, il faut attendre un an. Donc, quelquefois, c'est un petit peu compliqué de discuter avec des investisseurs, avec des financeurs, pour leur dire qu'au bout de 3 ans, on n'a pas forcément tous les résultats, mais c'est parce que voilà, il y a le climat, il y a la saison. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est effectivement à prendre en compte quand on a un projet très tôt. Quand on réfléchit à son projet, il faut identifier assez tôt quels vont être les freins réglementaires à lever. Alors, faut pas non plus, faut pas regarder que ça, sinon on ne fait rien, je pense. Mais et puis il y a des façons ensuite d'aborder les autorités, de faire du lobby, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte très tôt dans son projet, dans son business plan, dans la manière dont on va mener son projet, et savoir qu'à un moment donné, il va falloir prendre en compte ces contraintes réglementaires. Voilà, donc en agriculture, alimentation, comme disait Antoine, on touche à des domaines qui sont très sensibles. L'alimentation, tout ce qui est nouvelle alimentation, novel food, c'est une alimentation qui est très très dure, très très sévère, et c'est normal. Donc peut-être que ces projets sont encore plus contraints que les autres. Peut-être Marine aussi, sur le sujet réglementaire. Est-ce que du coup, ça peut être quelque chose d'assez critique pour vous dans vos choix, j'imagine, d'investissement? Oui, totalement. En fait, je me souviens quand on avait eu les discussions avec Insect à leur démarrage, je pense que un des points importants, finalement, c'était qu'il y avait quand même un marché dès le démarrage. Ça, c'était, je pense, essentiel. Même s'il était plus petit, beaucoup plus petit, on pouvait espérer avoir quelque chose de pérenne avec la réglementation telle qu'elle était. Et derrière, parce que si effectivement on demande aux fonds d'investissement de financer à la fois le développement de la techno et puis tout le lobbying sur X années auprès de Bruxelles pour y arriver, ça additionne les difficultés et forcément ça fait peur parce que c'est un peu blanc ou noir, ça passe ou ça casse et il n'y a pas d'entre-deux. Donc ça, je pense que c'est quand même un point important. Une difficulté aussi sur ces sujets-là, c'est que finalement, structurellement et juridiquement, les fonds d'investissement, ils ont une durée de vie de 10 ans, souvent prolongeable 2 ans, ça fait 12. Le Breakthrough Energy Venture, qui se positionne comme vraiment très très long terme suite à la COP 21, etc., ils sont sur une durée de vie de 15 ans. Mais quand on est en 2e, 3e ou 4e année de vie du fonds, il ne reste plus que 6-7 ans. Sur des sujets deep tech, c'est assez court. Donc, s'il faut être vraiment à l'actionnariat pendant 12, 13, 14 ans avant de ressortir, c'est vrai que et qu'on ramène ça derrière un TRI annuel pour parler de ces sujets-là, c'est pas évident non plus de miser sur des projets qui vont rapporter un TRI suffisamment attractif derrière vis-à-vis des souscripteurs. Super, merci. Benjamin, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'industrialisation, sur la réglementation, etc. Donc j'ai réfléchi par quel bout prendre le sujet, mais c'est vrai que
enfin, il y a un sujet, je pense, public qui dépasse uniquement le sujet réglementaire. Donc, moi, j'ai pas forcément grand-chose à raconter là-dessus, mais il y a donc on a parlé des réglementations. Il y a des questions comme effectivement le prix du carbone qui revient souvent dans le type de sujet sur lequel on travaille. Et du coup, la question c'est, mais du coup, quel va être le prix? On n'a pas vraiment de visibilité. Est-ce qu'il faut qu'on intègre ça dans son business plan? Alors, quelque chose de plus prudent, c'est peut-être de dire, bah, partons sur le fait que ça va marcher sans, et ça va plutôt être un accélérateur quand le prix il va décoller, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Mais après, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on va dire l'acteur public, je pense, a pas mal de rôle à jouer, même en amont de la chaîne. Alors, je reviens un petit peu en arrière dans la chaîne, mais sur des sujets émergents comme par exemple la biologie de synthèse ou des sujets comme les OGM qui sont parfois un peu controversés, on est vachement en retard en France, en particulier sur ce type de thématique, alors que sur les sujets sur lesquels on travaille autour du climat, il y a énormément d'applications extrêmement intéressantes et il faudrait peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire décoller la recherche appliquée, l'entrepreneuriat sur ce type de thématique. Je parlais de la capture de CO2 atmosphérique, donc les émissions négatives. Pareil, c'est un sujet sur lequel on voit que les Américains, les Anglais investissent énormément. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, il y a zéro compréhension ou stratégie nationale sur ce type de sujet, d'investissement dans la R&D, de politique d'off-tech, donc de rachat d'émissions négatives ou ce type de sujet. Donc c'est un secteur qui va être, selon les estimations, aussi gros que l'industrie pétrolière d'ici 2050. Donc c'est assez massif. Et voilà, donc c'est des sujets dans lesquels je pense qu'on pourrait saisir. Et puis pour parler d'une idée peut-être un petit peu plus prospective, il y a quelques jours ou quelques semaines, encore un sujet qui est tombé sur le crédit impôt recherche. Et on mettait un peu en doute l'efficacité, en tout cas sur les grands groupes. Au niveau, je pense, des startups et des PME, il n'y a pas vraiment de doute, hein, ça marche extrêmement bien, il faut le garder. Mais peut-être qu'on pourrait récupérer une partie de ce qui est alloué en crédit impôt recherche sur les grands groupes pour créer une espèce de DARPA du climat, ou en tout cas de DARPA française avec un gros paquet climat pour financer des projets très risqués, très difficiles à financer par le venture, et qu'aujourd'hui, la DARPA, enfin l'ARPA-I américain ou son équivalent anglais qui est en train d'émerger, ARIA, sont en train de financer. On n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui, à part au niveau européen, le EIC, mais on pourrait avoir un complément au niveau français. Donc c'est voilà, peut-être un peu plus prospectif, mais c'est des sujets qui, je pense, pourraient accélérer l'ensemble de l'écosystème. En effet, merci. Alors peut-être on pourrait parler un peu donc tout ce qui est donc les sujets accès au marché, développement commercial. C'est vrai qu'il n'y a pas de prime verte aux produits, les marchés sont assez fermés. Comment donc Michel et Antoine, quelles bonnes pratiques est-ce que vous pourrez peut-être partager sur ces sujets d'accès au marché, de développement commercial? C'est vrai qu'on est sur, encore une fois, on fait un travail de fond, hein, puisque les premières opérations commerciales, comme je le disais, n'auront lieu que dans 5 ans. Alors, en ce qui nous concerne, on s'appuie vraiment sur la force du projet, puisque, comme je vous l'expliquais, on va avoir une empreinte environnementale minime, et ça, c'est des enjeux qui maintenant... c'était déjà présent dans l'origine du projet, mais maintenant on voit bien que il y a de plus en plus d'échos, à la fois du côté, on va dire, des pouvoirs publics et également des industriels, hein, des privés. Et puis on sera bientôt aussi 100% électrique, donc on n'aura vraiment aucune empreinte environnementale. Je dirais qu'on continue à s'appuyer sur à la fois le public et le privé. Le public, pourquoi? Parce que on est une solution finalement qui permet de s'affranchir des infrastructures, permet de limiter aussi les investissements sur les infrastructures. Et tout ça, ça intéresse des États, des gouvernements parce que c'est du régalien. Donc on s'appuie là-dessus et c'est comme ça que finalement le gouvernement du Québec est rentré au capital aussi de Flying Wells pour pouvoir répondre à leurs propres enjeux sur les sujets infrastructures. Et puis à côté de ça, finalement, avec la force de l'idée de départ, on se rend compte que on intéresse finalement tout un tas d'industries et notamment l'éolien. Donc on va complètement accompagner l'éolien. Bientôt, les projets éoliens ne pourront pas se faire sans une solution aérienne comme la nôtre, hein, parce que leurs composants sont de plus en plus grands et volumineux et qu'il faut qu'ils les transportent par les airs de manière green, quoi. Voilà. Merci. Antoine? Oui, au niveau commercial, on a, comme je disais, recruté quelqu'un très tôt et on s'est confronté tout de suite au marché, sachant, comme tu disais, que le premium environnemental n'existait pas, il n'existe toujours quasiment pas. Donc avant tout, c'est un produit technique, nutritionnel, qui répond exactement aux besoins du client.
Et heureusement, comme tu disais, il y avait bien effectivement le marché déjà des chiens et des chats qui existait, et c'était un petit marché. Enfin, depuis, on l'a quand même estimé à 2-3 milliards sur le marché accessible aujourd'hui de la réglementation, donc c'est pas si mal que ça pour les protéines spécifiquement des insectes qu'on produit, donc c'est dans lequel on a une position extrêmement forte. Donc on est bien positionné pour continuer. C'est le marché qui reste historiquement donc le premier qu'on a démarré, et on voit aujourd'hui un vrai effet boule de neige. Ça fait 7 ans en développement commercial. Depuis, quelques clients testés à des premiers contrats. Et donc, dans notre site de démonstration dans le Jura, donc, qui avait été justement déjà soutenu par l'ADEME et des investisseurs comme BPI à l'époque. Ça fait 5 ans qu'il tourne, qui nous a permis de livrer au quotidien des clients, de faire la preuve industrielle et là d'engager. On a aujourd'hui 110 millions de contrats signés qu'on livre depuis ce site du Jura. Maintenant, depuis un site aussi aux Pays-Bas, parce qu'on a racheté une boîte il y a quelques mois là-bas et en prévision sur le site d'Amiens qui est en construction. Donc on a créé comme ça tous des prévisionnels de vente qui sont des contrats fermes avec des augmentations au fur et à mesure des volumes à un prix donné, une qualité donnée. Et on a pour aujourd'hui près de 700 millions qui sont aussi dans le pipeline commercial avec des grands groupes, donc chien, chat, poisson, volaille et les engrais. Donc il faut s'y prendre très tôt et on voit après 7 ans qu'il y a un vrai effet boule de neige aujourd'hui qui se passe depuis quelques mois et qui s'accélère vraiment. C'est pour ça qu'on va aller construire des nouvelles capacités, parce que là on est vraiment contraint par la capacité de production. Même le site qui est qu'en construction à Amiens, et il est déjà, tout est vendu, et on a les contrats qui arrivent, ça sera en plus. Donc il faut à peu près 2-3 ans pour démarrer un projet depuis sa localisation à ouvrir et commencer à vendre, on doit s'y prendre très rapidement pour ouvrir des nouvelles installations et répondre à cette demande. Mais voilà, ça a pris quasiment 10 ans à évangéliser un marché, se baser vraiment sur le besoin vraiment très technique, dans notre cadre, donc nutritionnel, et donc énormément de R&D avec des partenaires publics. Donc avec l'INRA, on a beaucoup travaillé sur des essais sur des poulets, sur des poissons, pour voir en quoi effectivement on intègre une autre protéine, en quoi ça change ou pas justement le poisson, en quoi on a pu démontrer qu'il grandissait plus vite, avec moins de mortalité, donc des effets, des bénéfices quantitatifs importants pour les clients qui font in fine derrière plus avec moins d'intrants, avec moins de matières premières, avec moins de traitements médicamenteux. Donc in fine derrière c'est bien pour l'environnement, mais on regarde d'abord le premier élément qui est économique. Et c'est comme ça effectivement, c'est par aussi ces données scientifiques et techniques qu'on a pu convaincre, ouvrir la porte, juste déjà, en arrivant avec des données faites avec des laboratoires indépendants qui faisaient des essais avec nos produits, avec leurs protocoles. Ça en France, en Norvège avec les plus grands acteurs scientifiques sur le saumon, en Thaïlande sur la crevette, sinon aux États-Unis sur la volaille et autres. Donc c'est comme ça que je pense on se rend compte que ça a été hyper positif de s'entourer de tout cet écosystème scientifique pour valider les bénéfices de nos produits et ensuite ouvrir la porte du client qui a refait après les mêmes essais, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et le côté green, aujourd'hui, ce n'est pas encore un premium de prix. Par contre, ça permet juste d'ouvrir un peu plus la porte, en plus du côté technique. Et il y a quand même une pression des actionnaires de grands groupes, il y a une pression de leurs propres clients pour changer effectivement les choses. Donc c'est plus un facteur d'aide à la décision supplémentaire pour signer un contrat et s'engager sur plusieurs années que de payer spécialement plus cher. Mais c'est comme ça ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que d'autres s'engagent et signent des contrats avant toute chose. Taxe carbone, ça va tout ce qui monétisera les externalités, comme on dit, forcément, ça aidera dans notre modèle, effectivement, à faible impact et carbone, mais aussi eau et impact foncier, enfin, land use, etc. Ça, c'est un point fondamental. C'est vrai que toutes les startups qui peuvent venir nous voir en disant c'est obligé par la réglementation, si leur produit coûte plus cher que le standard, ça ne se vendra pas. Enfin, c'est une croyance communément répandue, mais là, on est plus. Enfin, nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement des projets, surtout quand on est sur du B2B ou des sujets industriels. Qu'est-ce qui va pousser un directeur des achats dans une usine à changer de fournisseur et en plus, éventuellement, à miser sur quelque chose vendu par une start-up avec tous les risques flagués en rouge qui clignotent? Il faut au moins qu'il y ait des gains de 30-40%. Parce que finalement, ça, c'est les gains affichés au démarrage. Dans la réalisation, on est souvent un peu moins. Et si on n'affiche pas un peu ces gains attractifs-là, c'est pas le pur green, ou rarement, qui va aider à vendre. Ça, c'est un point important.
Sur ce genre de sujet, j'ai un ami Vici qui avait une métaphore assez marrante. Il appelait ça le test de Mr. Burns. Je ne sais pas s'il y en avait qui regardaient les Simpsons parmi vous. Mr. Burns, c'est le personnage capitaliste extrêmement proche de ses sous. Et en gros, l'idée, c'est qu'il faut que même Mr. Burns ait envie d'acheter votre produit. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'acheter parce que c'est écolo, il va juste l'acheter parce qu'il est meilleur ou moins cher. Et s'il est écolo en plus, eh ben c'est un effet bénéfique, mais il ne faut pas compter dessus, quoi. Réjeanne, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Alors, sur l'approche du marché, nous, effectivement, on est très très loin du marché. Et je pense que la caractéristique des projets deep tech, au sens large et en plus cela, c'est qu'il n'y a pas de marché au départ. Je pense que les exemples qui sont là, il faut aussi créer le marché, il faut convaincre. Les débouchés pour les insectes, comme l'a dit Antoine, il y en avait très peu au départ. Pour les dirigeables, il n'y en a pas non plus. Donc il a fallu aussi prouver, aller voir effectivement des utilisateurs potentiels, identifier quels pourraient être les utilisateurs et identifier où allait se trouver le marché, quoi. Mais la caractéristique de nos projets, nous en recherche, c'est qu'au départ, il n'y a pas de marché. Pour revenir à ce que tu disais, Marine, c'est que quand même convaincre des clients. Enfin, nous, on a commencé par des early adopters, des petites boîtes dans le pet food, pour lesquelles une exposition innovation était peut-être plus faible. Et c'est surtout eux qui drivent l'innovation. Par rapport aux grands géants, on a mis des années, et là, ça y est, c'est en train d'être qualifié. Mais c'est vrai que ça demande une question de confiance et de vraiment de prise de risque. Il faut se rendre compte des clients qui vont s'engager. Eux, après, ils vont lancer des marques, peut-être nouvelles. Ils vont mettre nos produits, ils vont les mettre sur le marché. Et si on les livre pas, et ben en fait, ils sont plantés. Donc nous, on a eu des difficultés au début, on a eu des difficultés à livrer des clients, et on a réussi quand même à les garder. Certains de nos plus historiques, des clients, le tout premier qui a reçu un lot qui était même pas aux normes, même pas conforme. C'était le premier qu'on a sorti dans le Jura. Il est toujours là, malgré toutes les complexités, ce qui nous a suivis. Mais ça demande une compréhension de la part des entrepreneurs aussi du risque. C'est pas qu'une bonne idée, c'est bien pour l'environnement. Encore une fois, il faut qu'il soit au prix et conscient que le client prend un risque. Et puis nous, après, on a découvert, c'est tout l'amont, c'est les fournisseurs aussi. Là, quand on construit le site d'Amiens, c'est très compliqué. On signe des chèques de dizaines de millions d'euros en fait, même pour convaincre des fournisseurs juste de toucher nos sous, c'est compliqué en fait. C'est hyper compliqué parce qu'ils ont peur que, en fait, comme c'est des décaissements, peut-être le troisième, ils n'auront pas leur chèque parce qu'on aura peut-être fait faillite. Donc il y a des très grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120 qui nous accompagnent. Ils nous demandent, après, c'est des garanties demandées, etc., qu'on peut pas payer. Sinon, c'est doubler notre investissement, doubler des lignes de crédit, c'est impossible. Donc tous ceux qui nous ont suivis nous ont fait confiance avec très peu de garanties pour eux. Et ça, c'est un des éléments, un des gros freins à l'industrialisation en France qu'on a pu souligner. Il y a des rapports, entre autres très récents, qui ont été commandés par Cédric O et Agnès Pannier-Runacher, qui vont dans le bon sens sur plein de sujets. Il y a encore des évolutions à faire, où là, les grands groupes industriels ont des difficultés, effectivement, à pouvoir aussi suivre des projets innovants et en fait à faire confiance. Et ils ont raison d'avoir effectivement plus peur que s'ils signent avec un autre grand groupe pour des contrats. Finalement, ils vont s'engager à créer une production, puis si elle n'est finalement pas livrée, la start-up a disparu entre-temps. Ils sont plantés, c'est compliqué. Hein. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Alors c'est vrai que nous aussi, on travaille beaucoup aussi sur la comparaison du transport, on va dire traditionnel, et puis le transport qu'on va offrir par dirigeable. Le souci, c'est quand on développe une solution qui est extrêmement disruptive, il n'y a pas de point de comparaison. Donc ça demande aussi effectivement la prise de risque, elle est encore décuplée parce que cet argument. Mais par contre, ce qu'on arrive à montrer, c'est qu'on permet de faire des choses qui ne seraient pas possibles sans notre solution. Donc voilà. Merci. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'avais une dernière question un petit peu peut-être pour conclure et ouvrir un peu sur les perspectives du marché et est-ce qu'il y a des secteurs à suivre plus particulièrement? Benjamin, j'ai l'impression que tu as envie d'y aller. Je peux commencer, mais donc effectivement, j'en ai déjà un peu parlé, je ne vais pas m'étendre dessus, mais effectivement, nous, on est très intéressés par toute la nouvelle économie du CO2, donc la capture depuis l'atmosphère, mais aussi depuis les océans, qui est un sujet encore plus émergent,
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau français parce qu'on a un territoire maritime en comptant l'outre-mer qui est absolument gigantesque. Donc on pense qu'il y a une opportunité gigantesque sur ce sujet. Par exemple, la culture d'algues à très grande échelle ou ce type de sujet. Mais aussi sur la capture en point d'émission, la conversion du CO2 par électrocatalyse et le stockage ensuite. Bon, l'hydrogène, j'en reviens pas, c'est un sujet qui maintenant commence à être assez connu, mais effectivement, ça va être important. On est très intéressé par globalement tout ce qui va permettre de décarboner les secteurs dits difficiles à décarboner. Donc le ciment, l'acier, les plastiques, tout ce type de sujet. Et voilà, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. De manière plus large que les insectes, c'est sur l'agriculture, l'alimentation. Je suis aussi le vice-président de la Femme Digitale, qui regroupe plus d'une cinquantaine d'entrepreneurs, d'entreprises innovantes dans la tech, à la fois digitale, mais aussi de production en amont et jusqu'à l'aval. On a été aussi auditionné par le gouvernement il y a peu de temps dans le cadre des réflexions France 2030. On voit que voilà, les trois grands enjeux qu'on a cités, c'est évidemment le climat, tout ce qui va être le climat, parce que l'agriculture est victime et en même temps contributrice. Deuxième contributrice après l'énergie. La biodiversité est extrêmement aussi à la base de beaucoup d'enjeux sur l'effondrement de la biodiversité. Puis tout ce qui est souveraineté française, européenne, pour recréer de l'emploi et créer de la valeur. Il y a plusieurs grandes thématiques qui ressortent. Effectivement, il y a tout ce qui va être réduit, pas décarboner comme l'énergie, mais déméthaniser l'agriculture, et notamment la production au niveau ruminant, qui est quand même majeur. Et on pense qu'il n'y a pas... voilà, la production de ruminants vers des productions de qualité, de produits frais, c'est hyper bien, mais tout ce qui est produit transformé, où il n'y a pas la plus grande valeur, donc ça vienne peut-être d'une vache au pré, alors qu'on importe énormément de ces produits transformés-là, pas d'élevage français. C'est toutes ces alternatives protéines qui sont, au-delà des insectes, les microalgues dont tu parlais, les champignons, mais surtout les protéines végétales. Et ça existe depuis un moment, et des boîtes françaises qui font ça depuis des décennies. C'était une première génération qui était un peu loin de la ressemblance à un steak. Aujourd'hui, il y a une deuxième génération, mais qui est emmenée par les Américains, qui sont en train de prendre énormément de parts de marché. Mais heureusement, ce n'est pas parfait, on va dire. Donc ça laisse la place à une innovation. C'est notamment des quinzaines, vingtaines d'ingrédients pour faire un steak. Donc il y a des questions santé, clean label qui se posent. Donc il y a une troisième génération qui doit arriver, où la France, elle peut jouer un énorme rôle, notamment avec la technologie de la fermentation derrière, qui va permettre de faire des substituts avec 3, 4, 5 ingrédients. Donc très proche, le plus clean possible, le moins additif possible, et avec un goût et une texture très proche de la viande. Cette tendance-là, elle est quand même très forte. Et depuis les grands groupes comme Savencia jusqu'à des nouvelles, plein de startups qui ont émergé en France dans ce domaine, ça va dans le bon sens. Le côté souveraineté aussi, production locale, c'est fruits et légumes, seafood, protéines. C'est les trois grands déficits commerciaux en France. Les fermes indoor comme on fait, mais il y a des circuits fermés en aquaculture qui se développent énormément. Il y a toutes les serres, les fermes verticales à plantes aussi. Il y a Jungle en France, il y a Magricool, il y en a plein qui se développent. Ça contribue aussi à l'innovation, à la création d'emplois et à réduire les problèmes de diversité, comme tu disais, de soja ou d'autres problèmes de surpêche aussi qui sont faits de loin. Et derrière, comme disait Réjeanne, je pense que c'est tout ce qui est sur la biodiversité côté pesticides. C'est quand même un fil rouge depuis longtemps. On a de quoi vers 2030 industrialiser massivement le biocontrôle de manière réelle, biocontrôle biostimulant, pour remplacer vraiment massivement les pesticides. C'est possible. Il manque énormément d'investissements de fonds qui sont encore plus dédiés avec des spécialistes du domaine et de quoi de déverrouiller pour être sur le marché très rapidement. Oui, je rejoins tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est aussi beaucoup de sujets qu'on voit passer. Pour compléter, parce que là c'était le très agri-agro et food, je pense qu'effectivement l'hydrogène c'est un point important. Il y a beaucoup de sujets sur l'hydrogène, tout ce qui va concerner les batteries, le stockage de l'énergie. Là aussi il y a énormément de choses qui vont se passer, de dossiers intéressants qu'on voit passer. Donc voilà, c'est un peu on va dire les trois grands sujets, stockage, hydrogène et puis agri-agro, que je verrai. Et dans agri-agro, effectivement, toute la partie biocontrôle, biopesticides, il y a énormément de potentiel et beaucoup de travail à faire aussi. Je peux qu'abonder. En fait, oui, c'est vrai, nous, les projets qu'on voit sortir, c'est exactement ça, c'est une nouvelle source de protéines. Donc, que ce soit les insectes, mais effectivement, les protéines végétales qui commencent à... Alors, les substituts à la viande, c'est encore un peu compliqué en France. Hein. Enfin, voilà. Voilà,
pour des raisons culturelles, hein, je pense, voilà, tout simplement. La partie, effectivement, en agriculture, alors c'est toutes les nouvelles, alors c'est pas, ça donne pas, c'est pas de la deep tech, mais tout ce qui tourne autour de l'agroécologie, donc les nouvelles pratiques agricoles, mais effectivement là-dedans, il y a tout le biocontrôle, donc toutes les solutions émergentes pour alternatives aux pesticides. Et puis sur la partie environnement, nous, ce qu'on voit émerger, c'est des dispositifs, donc pour contrôler l'agriculture. Alors, ça peut être des fermes verticales, mais c'est aussi pour mieux gérer les intrants à l'échelle d'une ferme, des systèmes de drones, de traitement beaucoup plus précis des plantes, etc., des serres. Voilà. Donc c'est vraiment les trois grands axes, effectivement, en agriculture, c'est nouvelles protéines, biocontrôle et puis tout ce qui est dispositif, technologie, en fait, pour aider les agriculteurs à mieux gérer leurs exploitations, à mieux gérer les intrants, etc. Merci beaucoup, merci à tous, en tout cas, d'être venus partager votre expérience et votre expertise. Il nous reste 4 minutes pour des questions. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Oui. Alors, est-ce qu'il y en a un micro pour les... Parfait, merci. Oui, merci. Juste une petite question. J'ai entendu Savantia, juste pour savoir de quelle entreprise il s'agit. Ça a été cité. Savencia, c'est un très grand groupe agroalimentaire. C'était Bongrain avant. C'est une boîte séculaire, je crois. Peut-être pas tant que ça, mais c'est un des. C'est quoi comme marque derrière? Il y a plein de grands. Valrhona, Oui, c'est un chocolat. Samoret, voilà, c'est beaucoup de marques. Et donc ils sont très Fils bons. des dieux. Un de leur savoir-faire en fait qui est pas très visible, c'est comme aussi les Danone et autres, c'est leur souche-au-tech de bactéries pour la fermentation en fait. C'est un de leurs grands métiers, c'est la fermentation pour le fromage et les yaourts, tous les produits laitiers. Et du coup, c'est comment appliquer ça pour les nouvelles protéines végétales. Voilà, Danone a fait un move en achetant aux États-Unis une énorme boîte, la White Wave, et donc comment ils essaient de penser cette nouvelle vague en apportant quelque chose de plus sain. Ouais. On aurait pu aussi parler des produits fermentés. Tout ce qui est produits fermentés, c'est vraiment un axe fort aussi. Voilà. Merci beaucoup, c'était effectivement passionnant comme discussion. J'ai beaucoup aimé vos propos sur la question de la réglementation. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure, à travers le lobbying, vous contribuez vraiment à concevoir les nouvelles règles avec le régulateur. Et l'autre question sous-jacente, c'est dans quelle mesure ces nouvelles règles peuvent aussi influer votre façon de concevoir sur le plan technique vos solutions. Bonne question, 2 heures. On savait, nous, très clairement, quasiment tout ce qu'on faisait n'était pas autorisé, à part un marché, au moins qui me permettait d'avancer, de ne pas être quand même trop contraint. Mais c'est comme les clients, on a foncé tout de suite d'abord à la DGL à côté, au ministère de l'Agriculture, qui nous ont dit c'est pas chez nous, tout est à Bruxelles. Et ce qui est d'ailleurs une chance, qui est répété régulièrement aujourd'hui par les pouvoirs publics, c'est que la réglementation peut en fait unifier et après être une ouverture de marché. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tous nos marchés sont ouverts sur 27 pays en fait. Donc on a un marché qui est même plus grand que les Amériques du Nord ou que l'Asie. Et ça devient, on met des barrières à l'entrée par rapport à des concurrents. On met des barrières de qualité, comme tu disais, pour exporter après des pays asiatiques ne peuvent pas exporter en France ou en Europe sans suivre en fait les normes européennes de qualité. Donc ça, c'est vraiment une co-construction. On a travaillé avec toutes les équipes, la DG Santé à Bruxelles, où en fait on posait les questions pour comprendre comment faire rentrer. Et eux aussi, ils nous ont vus, ils ont que pu constater qu'on était nulle part et ils nous ont aussi aidés. Ça va être grosso modo dans cette case-là. Mais pour ça, il va falloir faire ça. Donc, ils ont toute une étude par l'EFSA, l'agence sanitaire, qui a permis de faire un premier avis, dire qu'il y avait, dans certaines conditions, pas de risque particulier pour la santé. Et après, on travaille beaucoup dans la main avec eux. On a publié main dans la main un guide de bonnes pratiques d'hygiène. Ils nous ont demandé, donc on a voilà, c'est quoi quelque chose qui va au-delà de la réglementation, comment concrètement on opère et on peut montrer on garantit la sécurité sanitaire. Et ça, effectivement, ça a pu ajuster des choses sur des méthodes de mise à mort des insectes, des façons de contrôle et autres, je pense, sur certains opérateurs. Ça a eu un impact, effectivement, sur la façon d'opérer dans la partie élevage et la transformation. Merci.
Je pense qu'on va devoir clôturer. Donc du coup, à nouveau, merci à toutes et à tous. Et merci à vous donc d'être venus assister à cette table ronde.